Bonjour, la vidéo explicative d'aujourd'hui traitera de la géologie et plus particulièrement de la croûte continentale. Alors, cette vidéo sera suivie par deux autres vidéos, toujours sur ce thème de la croûte continentale. Donc dans l'ordre, on aura dans la vidéo d'aujourd'hui des explications concernant la densité, l'épaisseur et l'isostasie de la croûte continentale. Puis dans une deuxième vidéo ensuite, on traitera de l'âge de la croûte continentale, en parlant notamment de radiochronologie. Et enfin, dans une troisième vidéo, on parlera des indices de raccourcissement et d'empilement au sein de la croûte continentale, donc tout ce qui est déformation et métamorphisme. Alors, pour bien comprendre ce qu'on va voir au cours du chapitre d'aujourd'hui, il est tout d'abord nécessaire de se rappeler de quelques prérequis de première S, et notamment de cet histogramme-là, qui concerne la répartition des altitudes sur Terre. En étudiant cette répartition des altitudes terrestres, on s'aperçoit que les altitudes se répartissent en deux grands groupes. Un grand groupe qui concerne les altitudes situées entre moins 6000 mètres et moins 4000 mètres, et un deuxième groupe qui concerne les altitudes qui sont situées, grosso modo, entre 0 et 1000 mètres d'altitude, donc cette fois au-dessus du niveau de la mer. Donc pourquoi on a une répartition comme ça des altitudes avec deux grands pics, donc qu'on appelle répartition bimodale des altitudes? Parce que, en fait, il existe deux grands types de croûtes terrestres. La croûte océanique, qui sera responsable de ces altitudes-là, et la croûte continentale, qui sera responsable des altitudes donc situées entre 0 et 1000 mètres d'altitude. Alors, en carte, voilà ce que ça donne. Donc, on voit bien sur la surface terrestre qu'on a deux grands types de croûtes. La croûte océanique qui correspond à la présence de tous ces océans-là, et donc avec des altitudes faibles, donc bien en dessous du niveau de la mer. Et on a enfin les croûtes continentales, donc qui correspondent bien sûr au continent, mais également aux marges continentales, c'est-à-dire ce qui se trouve en bordure de nos continents. Et là, on se rend compte que les altitudes sont beaucoup plus élevées, c'est-à-dire en général au-dessus du niveau de la mer, ou faiblement en dessous. Du coup, l'enjeu de ma leçon, là, ça va être de comprendre pourquoi on a un tel écart d'altitude entre océan et continent, et également on essaiera de comprendre pourquoi il y a des écarts d'altitude au sein même de la croûte continentale. Et pour cela, il est nécessaire d'étudier ce qu'on appelle l'isostasie. Alors qu'est-ce que c'est que l'isostasie? Pour comprendre ça, on va prendre l'exemple d'un glaçon dans un verre d'eau. Donc voici mon glaçon, qui est dans le verre d'eau. Alors mon glaçon a une densité de 0,9, donc qui est inférieure à la densité de l'eau, dans lequel le glaçon flotte, qui est une densité de 1. Eh bien, lorsqu'on regarde le verre de profil, là, on se rend compte que mon glaçon, donc qui flotte, il y a une partie de ce glaçon qui va être émergée au-dessus de la surface de l'eau, et une partie qui va être immergée, donc en dessous de la surface de l'eau. Donc cet enfoncement va dépendre d'un certain nombre de paramètres. Le premier paramètre, c'est la hauteur totale de mon glaçon. Donc évidemment, plus le glaçon aura une forte hauteur, plus la partie émergée, et plus la partie immergée sera importante. Le deuxième paramètre, c'est la densité. Effectivement, plus la densité du glaçon va être similaire à celle de l'eau, donc va être proche de celle de l'eau, plus le glaçon va s'enfoncer dans l'eau. Et c'est-à-dire qu'on s'imagine très bien que si on avait quelque chose qui flottait là, mais avec une densité inférieure à 0,9, donc par exemple 0,7, 0,6, eh bien ce glaçon s'enfoncerait beaucoup moins dans mon liquide. Du coup, on voit bien que l'isostasie dépend également du rapport de densité qu'il y a entre ce qui est dans le fluide et le fluide lui-même. Alors comment adapter ça à la Terre? En fait, le glaçon, ça va être l'équivalent de la lithosphère. La lithosphère qui est la partie rigide en surface de la Terre. Et le fluide, l'eau, eh bien, ça va être similaire à l'asténosphère. Alors l'asténosphère, c'est la partie qu'il y a en dessous le plafond de la LVZ, et cette asténosphère, attention, elle n'est pas liquide, elle est bien solide, mais elle se comporte comme un fluide. Donc en fait, ma lithosphère sur cette asténosphère va se comporter un petit peu comme un glaçon qui flotte dans de l'eau. Alors il existe deux modèles d'isostasie qui permettent de rendre compte de l'enfoncement de la lithosphère dans l'asténosphère. Donc il s'agit du modèle d'Airy et le modèle de Pratt. Le modèle d'Airy repose en fait sur le postulat que les différences d'altitude en surface seraient liées à une différence d'épaisseur entre les différentes couches de croûte. Le modèle de Pratt, lui, repose sur le postulat que ces différences d'altitude ne dépendent pas principalement d'une différence d'épaisseur, mais d'une différence de densité. C'est-à-dire que les endroits où les altitudes sont les plus faibles correspondraient aux endroits
qui présentent une plus forte densité. Alors, lequel de ces deux modèles va bien s'appliquer à nos différences d'altitude sur la Terre? Pour cela, il est nécessaire de regarder quels sont les matériaux qui constituent la croûte continentale et la croûte océanique. Alors, dans la croûte océanique, on a majoritairement des basaltes et des grabens, donc avec une densité de 2,9 environ. Dans la croûte continentale, on a majoritairement des granites qui ont une densité de 2,7 environ. Donc, sachant que ces deux croûtes reposent sur un manteau qui est constitué majoritairement de péridotite et qui a une densité de 3,3. Donc le premier truc qu'on constate, c'est que les deux croûtes ont bien une densité qui est inférieure au manteau, ce qui est logique, parce que sinon les croûtes s'enfonceraient dans le manteau, vu que le manteau asténosphérique se comporte comme un fluide. Et le deuxième truc que l'on peut remarquer, c'est que la croûte océanique est bien plus dense que la croûte continentale. Donc ça pourrait expliquer, selon le modèle de Pratt, pourquoi la lithosphère océanique s'enfonce davantage que la lithosphère continentale. Maintenant, c'est pas seulement le modèle de Pratt qui va influer sur sa différence d'altitude. On a en effet une différence également d'épaisseur entre les deux croûtes. Alors que la croûte océanique ne fait qu'entre 5 et 8 km d'épaisseur, on a une croûte continentale qui est beaucoup plus épaisse entre 20 et 70 km environ. Donc on voit bien que là, on a une différence considérable d'épaisseur entre ces deux croûtes, qui pourrait contribuer à expliquer pourquoi il y a une telle différence d'altitude entre croûte océanique et croûte continentale. Maintenant, au sein même de la croûte continentale, là, on va voir plutôt le modèle d'Erie qui va s'appliquer. Je m'explique. En effet, dans la croûte continentale, on a majoritairement des granites. Donc la densité va varier assez peu d'un endroit à l'autre de la croûte continentale. Cependant, on a des différences d'altitude qui sont considérables. Si vous allez dans l'Himalaya par exemple, ou en plaine, c'est pas du tout la même altitude. Donc qu'est-ce qui permet d'expliquer ces différences d'altitude-là? Eh bien, c'est des différences d'épaisseur de la croûte continentale. Et ces différences d'épaisseur de la croûte continentale, elles vont se compenser également, comme le modèle d'Erie l'indique, elles vont se compenser en profondeur par ce qu'on appelle une racine crustale. Donc la racine crustale, c'est en fait les conséquences d'un épaississement de la croûte en profondeur. C'est donc en gros un enfoncement très important du Moho à l'aplomb des chaînes de montagne. Voilà pour cette vidéo qui explique les différences d'altitude sur la Terre, donc notamment les différences d'altitude entre croûte océanique et croûte continentale et au sein de la croûte continentale. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui expliquera comment on arrive à calculer l'âge des différentes roches, donc de ces différentes croûtes, et donc qui nous permettra de comparer l'âge de la croûte océanique et celui de la croûte continentale.